Allez, je vais ouvrir la danse, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous, hein. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre ou qui sont en passe de nous rejoindre. Merci évidemment aux intervenants, aux experts, hein, qui ont préparé avec cœur et dans la bonne posture cette intervention d'aujourd'hui. Merci aussi aux organisations et puis à la technique, parce que on l'oublie toujours, le paramétrage de l'outil est très particulier sur la partie webinar. Donc, bienvenue. Moi, j'ai quelques sujets. Évidemment, je n'irai pas rentrer dans le discours et puis les belles 61 pages qui ont été écrites à ce propos. On sait aujourd'hui, c'est vrai que la posture, elle a été complexifiée, hein, par un nouveau paradigme, le télétravail et puis évidemment les conditions sanitaires 2020-2021. On est à la maison et puis le lendemain, on est dans sa maison de campagne parce qu'on peut très bien masquer son fond d'écran. On peut être sur site, donc forcément la posture au travail, elle se complexifie. On n'est plus au même endroit, dans la même pièce, avec les mêmes conditions de travail. Et donc ça a complètement révolutionné cette notion de posture qui va être exprimée aujourd'hui. La visioconférence, telle qu'aujourd'hui, on voit bien, donne une nouvelle posture. On peut parfois se rapprocher de l'écran, parfois être en face à la personne avec laquelle on est, et donc la posture va être modifiée. On a un comportement modifié. Et bien évidemment, les risques des troubles musculo-squelettiques qui sont exprimés aussi dans les pages suivantes, ils sont là. Oui, mais pas que. Parce qu'il y a peut-être un aspect comportemental. On est en visio, on a peut-être tendance à se regarder ses pieds, on regarde si la personne est connectée ou sa collègue. Forcément, ça joue sur la posture. Alors, on attend effectivement euh, des choses, des solutions dans le déroulé du docteur Joss et de ses collègues. On en est très content. On attend aussi peut-être des pistes. Nous, côté MGS, on a offert des webinaires, notamment en sophrologie. Hein, ça paraît étonnant. Et ça permet peut-être de mieux se détendre. Et donc, il faut aujourd'hui explorer toutes les pistes, ne pas trouver ça idiot si on a des solutions un peu exotiques, parce que en 2023, on est de plus en plus amené à des problématiques de posture. En tout cas, bonne session. J'espère que ça améliorera votre condition de travail, puisque ça joue beaucoup, évidemment, sur les heures de travail et puis la productivité. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui à tous nos adhérents, c'est qu'ils aient des conditions de travail et des postures au travail optimum. Eh ben, bonne session et bonne discussion. Ok, tac. Donc là, il y a un petit sondage, Justine. Bonjour. Alors, moi, je ne vois pas les diapos. Là, je suis toujours sur la première slide. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Docteur Joss, je vous propose de quitter le partage d'écran et de le relancer. D'accord. Ah, voilà, c'est bon, ça tourne. Vous voyez, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc il faut, s'il vous plaît, donc là, désolé, on va vous demander de répondre à un petit sondage. Justine, je vous laisse. Je vois que vous avez presque tous répondu déjà. Donc, c'était ce premier sondage pour faire une petite entrée en matière sur cette présentation. Donc, effectivement, au niveau du nombre de personnes concernées par donc le mal de dos, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bravo pour vos bonnes réponses. Effectivement, donc la bonne réponse, c'était 80%, hein. Donc, d'après l'assurance maladie, il y a plus de 2 tiers des salariés qui ont été concernés ou qui le sont actuellement ou qui le seront dans l'avenir concernés donc, par des problèmes de dos, hein. Donc, voilà, vous avez certainement déjà entendu
pour certains, donc c'est la maladie du siècle. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de vous proposer des conseils et des informations justement pour prévenir ce mal de dos et puis de manière un petit peu plus globale aussi les troubles musculo-squelettiques. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Jacques, donc je suis rhumatologue et j'interviens régulièrement donc, au sein des ministères sociaux pour la prise en charge des lombalgies et des troubles musculo-squelettiques afin de proposer des solutions de prévention. Donc, c'est ce qui va être abordé au cours de ce webinaire. Et pour ma part, je vais me centrer sur donc la partie médicale, sans rentrer bien évidemment dans l'hyperspécialité, pour bien comprendre ce que sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est une affection donc qui n'était pas inscrite dans les manuels de médecine 30 ans auparavant. Ça a émergé une trentaine d'années progressivement en prenant au fil des années de l'ampleur. Que sont les TMS? Ce n'est pas une affection caractérisée par des anomalies biologiques, radiographiques, en IRM. C'est plus une symptomatologie, une description clinique, un ressenti exprimé par les patients dans un certain contexte. Et donc, les TMS touchent les articulations, ce qu'il y a autour des articulations, à savoir les tendons, les muscles qui sont accrochés sur la structure osseuse par le tendon, et puis également les nerfs qui servent à la mobilité et qui passent parfois dans des petits tunnels comme le canal carpien, où le nerf, en l'occurrence le nerf médian, peut être comprimé. Et on s'est bien évidemment aperçu de l'existence d'un lien entre ces TMS et les activités professionnelles. On s'est aperçu très rapidement que la situation était douloureuse, difficile pour les patients, pour les salariés, également pour les entreprises, puisque la prise en charge est effectivement très coûteuse. Donc, dans les deux sens, c'est un vrai problème qui a été pris en compte et entendu. En sachant que ces TMS sont donc fréquents et peuvent aller jusqu'à la restriction d'activité, voire l'inaptitude et une forme de désinsertion professionnelle. Donc, c'est un sujet extrêmement sérieux, un risque d'absence, de désorganisation des services, de dégradation du climat social. Donc, c'est très important d'être à l'écoute et les entreprises, les médecins se sont emparés du sujet. Alors, les TMS, c'est souvent considéré comme une atteinte des membres supérieurs, souvent l'épaule avec des tendinites, ou le coude, enfin les coudes et les épaules d'ailleurs, avec les épicondylites, et puis aussi les poignets, les doigts, et bien entendu le syndrome du canal carpien dont je vous disais quelques mots. Et à ces TMS du membre supérieur, on a rattaché les lombalgies, alors qui ne sont pas forcément toutes des TMS, donc les douleurs du bas du dos, et puis également les cervicalgies qui sont très liées aux postures. Laurent Azoulay le rappelait dans l'introduction, que les postures, c'était très, très important et que ce devait être très nettement pris en compte. Et au fil du temps, depuis 20 ans, on a observé un accroissement des TMS de près de 60%, ce qui est quand même considérable. Alors, comment surviennent ces TMS? Eh bien, c'est un déséquilibre entre la capacité physique de la personne et les sollicitations et contraintes auxquelles cette personne est soumise. Alors, les TMS peuvent apparaître rapidement, donc évoluer sur quelques semaines ou évoluer vers la chronicité après 3 mois. Voilà pour camper le tableau de ces TMS qui conduisent bien évidemment le patient à s'orienter vers son médecin. Alors, je rappelle aussi que tous les TMS ne sont pas liés au travail, puisque les activités sportives ou de loisirs peuvent également produire les mêmes effets. Et puis, c'est une affection qui n'a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, ce que l'on va voir sur les diapositives suivantes, notamment des facteurs biomécaniques, des facteurs d'organisation du travail et également des facteurs psychosociaux. Et je rappelle enfin, pour cette introduction,
mais je crois qu'on va aborder ce sujet au fil de l'eau du webinaire, et notamment mon collègue, le docteur Josse, l'importance de la prévention. Donc, les TMS sont très importants. Comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est la première cause de maladie professionnelle. Et ça représente 85% des maladies professionnelles qui seront caractérisées par l'existence d'un arrêt de travail ou même d'une réparation financière. Et les chiffres sont difficiles à préciser. Ce sont des études, des cohortes. Ce n'est pas forcément évident à mettre en place, mais de récents travaux semblent considérer que 13% des salariés ont ou auront des TMS. Je vous parlais du caractère aigu ou chronique, et ce que l'on va éviter, c'est effectivement l'évolution vers la chronicité qui va poser évidemment des problèmes pour le salarié, pour le travailleur, pour les équipes et également pour l'employeur. Et puis, il faut savoir que ces TMS sont liés bien souvent au stress. Je vous parlais tout à l'heure de facteurs psychosociaux. Alors, quand on regarde le panel des professions qui sont le plus exposées au TMS ou aux lombalgies, on va trouver donc en premier lieu des emplois peu qualifiés, d'ouvriers, d'employés, avec dans différents secteurs que vous connaissez, transport agroalimentaire, le BTP, la propreté également, l'industrie métallurgique, l'aide à la personne, et donc, ou des mouvements donc répétitifs, des sollicitations, voire des contraintes, exposent ces personnes. Mais bien évidemment, et on l'observe dans notre secteur du tertiaire, il existe également des TMS, notamment des douleurs des membres supérieurs ou des cervicalgies, chez des personnes qui sont exposées à un travail sur écran et donc à des postures assises prolongées, également parfois des éléments de stress, on va le voir. Donc, ça n'est pas uniquement l'apanage de ce que l'on appelait autrefois les travailleurs de force. Alors, on ne fera pas de cours d'anatomie, on voulait simplement faire un petit rappel sur la structure du dos. Voilà, donc vous rappelez que le dos, c'est une des parties les plus solides du corps. Donc là, on voit bien sur cette image qu'elle est constituée de vertèbres qui sont reliées entre elles par des disques, hein. Donc on voit bien les 7 vertèbres cervicales, les 12 vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, les vertèbres sacrées et puis celles qui forment le coccyx. Et on voit bien également sur cette image les courbures naturelles donc, de la colonne vertébrale qui forment comme un S, les pas toutes droites. Et donc, on voit bien la lordose cervicale, la syphose dorsale et la lordose lombaire. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure sur ces courbures naturelles du dos. Et donc, je parlais du disque juste avant, donc situé entre chaque vertèbre. Donc, on a un disque intervertébral qui est composé de 2 parties. Donc, en jaune, ce qui est représenté en jaune, donc le noyau, et puis en violet, ce qui représente l'anneau. Et ce disque intervertébral est très important parce qu'il a un rôle d'amortisseur, un petit peu comme un coussinet. Il va permettre d'amortir les chocs et il permet aussi le mouvement. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous rappeler un petit peu comment est faite la colonne vertébrale. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, je reprends le fil de la présentation pour vous citer et vous donner quelques précisions sur les différents facteurs qui vont donc générer ces fameux troubles musculo-squelettiques, ces cervicalgies et ces lombalgies. Donc, on peut distinguer globalement 3 catégories. Les facteurs biomécaniques, que je ne détaille pas, c'est tout à fait logique, c'est les gestes répétitifs, leur intensité, les mauvaises postures, vibrations, exposition au froid, le bruit, qui peut être aussi source de stress et de fatigue, un mauvais éclairage, une mauvaise position qui va faire qu'on va fléchir le rachis cervical et que ça va déclencher les fameuses cervicalgies. C'est aussi les torsions, l'élévation des membres supérieurs dans de mauvaises positions, là aussi leur répétition, des mauvaises postures, on le rappelait dans l'introduction tout à l'heure avec des troubles statiques, et bien évidemment le port de charges lourdes,
la manutention, parce que c'est effectivement aussi des secteurs qui sont très importants. Et puis l'hyposollicitation, à contrario, le fait d'être assis dans une mauvaise position, de ne pas bouger pendant 4 heures derrière son écran, ça va fragiliser le dispositif musculaire, notamment dans les travaux sur clavier et tablettes informatiques qui sont prolongés. Et puis, les facteurs organisationnels sur lesquels on peut également agir. Alors, je passe très rapidement sur le rythme de travail, les horaires, les contraintes, la pression temporelle, être limité dans le temps pour effectuer des travaux, l'absence de temps de récupération, la monotonie des tâches également. Donc là, il est possible d'agir, donc nous le verrons dans la suite de la présentation. Je vous parlais tout à l'heure des facteurs psychosociaux. Quand je suis arrivé au ministère, il y a maintenant quand même un certain nombre d'années, je m'étais appuyé sur des travaux de l'INSERM très intéressants pour justement prendre en compte ces facteurs psychosociaux dans la survenue des lombalgies. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure la magnifique colonne vertébrale donc, qui vous a été présentée par Justine. Et il est vrai que tout ce qui est du ressort de l'insatisfaction, de l'absence d'autonomie dans la décision, de reconnaissance, l'absence de soutien, l'insécurité dans l'emploi, eh bien, sont des facteurs qui peuvent jouer sur le dos et qui peuvent être source de troubles musculo-squelettiques auxquels j'adosse les éléments de stress qui vont augmenter le tonus musculaire et la pression musculaire. Et à côté de cela, je dis un mot, je n'ai pas fait de diapositive spécifique, mais sur les facteurs personnels, c'est-à-dire qu'il y a aussi une individualité. Chacun n'est pas exposé de la même façon, et c'est vrai pour toutes les maladies, au TMS. Bon, l'âge, bien évidemment, hein, quand on augmente en âge, ça, tout le monde est concerné, on aura plus de TMS, mais ça concerne aussi les sujets jeunes qui ont des emplois précaires et de mauvaises conditions de travail, peut-être plus de femmes que d'hommes, et puis ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire le diabète, l'hypothyroïdie, l'existence de rhumatisme inflammatoire, une fatigue chronique et également un surpoids. Alors, la fatigue physique et le travail sur écran, là, on est donc à l'intersection entre je dirais, la médecine et l'ergonomie, mais il est évident, et pour revenir à un sujet qui vous concerne toutes et tous, puisque vous êtes derrière vos écrans toute la journée, ordinateur portable, double ordinateur, double écran, dans des conditions variables, comme le rappelait Laurent Azoulay, avec une journée au bureau, une journée au domicile où on est peut-être moins bien installé. Et donc, bien évidemment, le travail de l'œil, la posture prolongée, l'attention peut, si pendant 4 heures on ne fait rien, donc avoir des répercussions. Voilà, vous avez deux belles images qui sont très caractéristiques des TMS. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, ni de chirurgie, n'étant ni l'un ni l'autre. Mais bon, vous voyez que donc, au poignet, un nerf qui s'appelle le nerf médian passe dans un petit défilé où il est inséré entre donc des tendons fléchisseurs et puis un ligament. Et si existe un édème ou une contrainte répétée, alors je pense aux vibrations, on n'est pas forcément concerné dans nos secteurs, mais des mauvaises positions avec la souris, le tapis de souris, des gestes répétitifs, eh bien, on peut comprimer ce nerf et ça va aboutir au syndrome du canal carpien, qui fait partie, bien évidemment, des TMS. Et puis, vous avez une superbe épaule en position que j'appellerais indifférente, c'est-à-dire le bras le long du corps. Vous distinguez en rouge donc l'humérus, avec la tête de l'humérus qui s'articule dans la glène émanation de l'omoplate. Et c'est lorsque le bras va s'élever que les tendons qui sont situés au-dessus de la tête humérale vont être pris en étau dans un défilé, là aussi, et vont pouvoir souffrir avec l'apparition d'une tendinite. Donc, les mouvements répétitifs, notamment d'amplitude, eh bien, peuvent créer ce désordre.
Alors, qu'est-ce que va entraîner une posture assise prolongée? Alors, tout d'abord, avec les images là que vous pouvez voir, je voulais vous montrer que par rapport aux trois courbures naturelles de la colonne vertébrale qu'on a vues tout à l'heure, là, on voit qu'en posture assise, les courbures naturelles, elles sont totalement modifiées, hein. Ça fait plus un petit S comme on pouvait le voir tout à l'heure. Quand on est voilà, de manière prolongée en posture assise, on a tendance à arrondir le dos, hein, à s'affaisser un petit peu, voire même à s'avancer vers l'avant quand on travaille sur l'ordinateur. Donc là, voilà, il y a une modification de notre colonne vertébrale, de ses courbures naturelles. Et puis, on peut voir sur l'image qui représente les vertèbres que le disque intervertébral va être légèrement comprimé vers l'avant, hein, puisqu'on est penché vers l'avant. Et à l'inverse, les ligaments qui sont à l'arrière de la colonne vertébrale vont être plus étirés que la normale. Voilà, donc ça perturbe quand même la posture naturelle. Les muscles du dos qui vont être contractés. Alors, quand on est en posture assise, certains ne vont plus travailler. À l'inverse, d'autres vont être peut-être trop sollicités. Donc, il y a un déséquilibre des tensions musculaires. Euh, il va y avoir aussi donc une compression un petit peu au niveau de l'abdomen, hein, qui peut perturber le transit intestinal, et puis une compression aussi à l'arrière des cuisses quand on a les cuisses qui sont forcément posées sur le fauteuil ou la chaise, qui peut perturber aussi un petit peu la circulation, le retour veineux. Alors, quelles sont les principales sollicitations donc, du travail de bureau? Alors, il va y avoir les yeux. Euh, Vous pouvez passer les diapos, s'il vous plaît. Voilà, merci. Les yeux, le cou, les épaules, le dos, évidemment, hein, les lombaires notamment, les membres inférieurs, et puis les poignets et les mains. Voilà, c'est vraiment ce qui va être principalement sollicité quand on est dans un travail de bureau. Et donc, comment reconnaître enfin, quand on a l'apparition de signes de fatigue? Alors, ça va être des douleurs dans le dos, hein. Vous avez certainement tous déjà ressenti une barre, par exemple, dans le bas du dos ou une douleur dans une fesse ou alors des tensions au niveau de la nuque. Ça peut être aussi des tensions ou des douleurs au niveau des coudes ou des épaules, des sensations un peu de jambes lourdes, un mal de tête qui peut se situer soit vraiment devant, hein, au niveau frontal, ou alors à l'arrière du crâne. Et puis au niveau des yeux, voilà, sentir qu'on a les yeux qui picotent, des larmoiements, peut-être une vision un peu voilée, etc. Ça, c'est vraiment les signes que le corps commence à fatiguer et que c'est voilà, peut-être le moment de faire une pause, de se dégourdir un peu les jambes, en tout cas de se lever et puis voilà, de faire une petite pause. Alors, un autre sondage auquel vous pouvez répondre, donc, comme tout à l'heure, à votre avis, est-il préférable de travailler en position assise, en position debout ou en alternant les positions? On va laisser quelques secondes, le temps que tout le monde y réponde. Alors effectivement, hein, vous avez bien répondu. C'est effectivement en alternant les positions, hein, ça serait l'idéal de pouvoir travailler tantôt en position assise, tantôt en position debout, tantôt en mouvement même. Voilà, donc je vais laisser la suite D'accord. à mon collègue. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, Christophe Clément, je suis ergonome pour le ministère depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, j'ai beaucoup travaillé effectivement avec Frédéric, là, le rhumatologue, qui est le docteur Josse. Donc, à ce titre, effectivement, on va évoquer l'aspect postural. Donc, comme vous le savez tous, effectivement, il n'y a pas de posture idéale. Moi, je prône la mobilité dans tous les cas de figure, essayer d'alterner les postures dans tous les cas. Et des questions qui reviennent assez souvent, qui ont été évoquées par le docteur Jacques, qui sont effectivement, et qui revenaient assez souvent dans vos... C'était effectivement les aspects cervicales, tendinites du membre supérieur. Alors, pour reprendre un schéma que vous connaissez tous, effectivement, il est important, et on reviendra plus en détail sur ce transparent, effectivement, c'est d'avoir les épaules bien détendues, le siège bien réglé, la hauteur du poste de travail quand on peut le régler du mieux possible et les pieds bien au sol. Voilà. Alors, il faut partir de la station assise d'une façon générale. L'idéal, c'est d'avoir un siège qui vous convienne, qui soit bien réglé par rapport à vos mensurations. Et après,
d'installer, d'organiser et de régler le poste de travail, la hauteur du plan de travail, l'écran, etc. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur tous ces points-là. Une chose qui est importante, c'est quand on reste en station assise prolongée, il est important de détendre un petit peu le membre supérieur. Moi, je vous conseille effectivement, pour éviter les crispations, les tendinites, surtout du côté, pour les droitiers, ceux qui utilisent la souris par exemple, le membre supérieur droit est plus sollicité, de laisser pendre le bras et de le laisser, je dirais, naturellement, vous accorder des petits moments de pause comme ça toutes les 2-3 heures. Donc, ça fait toujours du bien. Sur le plan de l'assise, donc vous aurez beau avoir le meilleur des sièges ergonomiques, si le siège est mal réglé, il ne vous servira pas à grand-chose et risque de générer effectivement des problèmes au niveau des lombaires, des cervicales et peut-être des membres inférieurs. Les roulettes également du siège sont importantes parce que souvent, quand vous avez un sol moquette ou un sol dur, si les roulettes ne sont pas adaptées, je dirais, à la qualité du sol, vous risquez effectivement de souvent terminer le mouvement pour bouger votre chaise, de terminer le mouvement avec le dos, avec les lombaires, un coup de rein, etc. Et c'est souvent ces petits mouvements comme ça qui peuvent générer des petites douleurs en station assise prolongée. Alors, il existe effectivement des petits outils de compensation comme un coussin lombaire que vous pouvez rajouter, qui permettent de maintenir un petit peu, de reprendre la lordose, la courbure lombaire dont parlait Mathilde tout à l'heure et le docteur Jacques. Pour régler votre siège, il est important, si vous avez disposé d'un siège qui est correct, avec des moyens de réglage classiques, c'est de vous tenir debout face au fauteuil. Il faut positionner effectivement la hauteur de l'assise un petit peu légèrement en dessous de la rotule. Donc ça, c'est un point de base. Et vous devez, quand vous êtes en station debout face à votre siège, vos bras équerres, le dossier doit être réglé effectivement à hauteur avec le coude à 90 degrés, effectivement, le haut du dossier doit arriver à ce niveau-là, un petit peu comme vous le voyez sur le transparent. Voilà. Dans certaines situations, on peut utiliser un repose-pied. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de situations de travail dans lesquelles vous vous trouvez pour trouver ensemble des solutions adaptées, notamment au niveau du domicile, pas toujours évident. La profondeur du siège est importante. Alors, très souvent, c'est quelque chose que les agents n'utilisent pas. En fait, c'est une possibilité de régler la profondeur d'assise par rapport à votre morphologie. Donc, il est important de la régler à minima, d'une façon générale, de manière à bien avoir effectivement un appui lombaire correct. Et les points que vous pouvez retenir, c'est effectivement pour régler l'assise d'un siège, c'est de positionner votre main point fermé derrière le genou au niveau du creux poplité, effectivement, de laisser un espace de la taille d'une main à peu près. Donc, il faut effectivement laisser une certaine circulation, éviter d'avoir une compression par un siège dont la profondeur aurait été mal réglée. Alors, si le siège est trop profond et vous n'avez pas de possibilité de réglage, ça existe sur des sièges basiques, vous pouvez effectivement rajouter un petit coussin lombaire pour compenser ce point-là. Les accoudoirs sont importants. Alors, nous, en tant qu'ergonome, on parle plutôt d'accoudoir. C'est-à-dire que l'intérêt maintenant d'un accoudoir large présente peu d'intérêt. Il faut plutôt parler d'accoudoir, c'est-à-dire quelque chose qui va vous servir d'appui au niveau du coude, de manière à libérer un petit peu les épaules, le membre supérieur, et soutenir un petit peu cette épaule qu'il faut éviter de mettre en suspension permanente. Voilà, donc il y a beaucoup de petites choses. Alors maintenant, on a des accoudoirs effectivement en 3D ou 4D, avec parfois recouverts de gel, qui permettent effectivement d'avoir un appui plus confort. Alors, dans d'autres situations, si vous n'avez pas cette possibilité de réglage, je vous conseille également de prendre appui d'appuyer vos avant-bras sur le bureau. Voilà, en faisant attention de ne pas maintenir le poignet en extension. En ce qui concerne le clavier,
le clavier, donc, alors moi, je vous déconseille de travailler à plein temps sur un portable, sur un ordinateur portable, parce que l'écran est trop petit. Et de façon générale, vous aurez tous tendance à adopter une posture un petit peu penchée vers l'avant, ce qui n'est pas idéal. Au bout de 2 heures, on risque effectivement de se fragiliser. Donc, de plutôt utiliser un bureau, un poste fixe, en fait. Un poste fixe, c'est-à-dire essayer de pouvoir vous installer un écran, un clavier, une souris, et d'utiliser votre ordinateur portable comme unité centrale d'appoint et éventuellement pour regarder vos mails. Voilà, donc ça, c'est l'idéal. Donc, le positionnement du clavier doit être à peu près relativement près du rebord de la table, à 10-15 cm. Et je vous conseille effectivement de positionner la souris le plus proche du clavier, en fait. Évitez les extensions, on verra sur la projection suivante. Évitez d'avoir à tendre le bras. On voit très souvent des personnes qui utilisent la souris, je dirais, très éloignée du clavier et quasiment pratiquement sous l'écran, hein, ce qui n'est pas très bon. Donc, sur le plan de la souris, moi, j'ai une certaine affinité par rapport aux souris verticales, hein, que vous connaissez peut-être, hein, qui sont disponibles dans toutes les grandes surfaces, qui permettent de positionner la main, je dirais, les positionnements du radius cubitus plutôt parallèles, ce qui évite les extensions de certains muscles de la main qui finissent on finit par se crisper un petit peu. Voilà, donc en ce qui concerne la surface de travail, alors l'implantation de votre poste de travail par exemple à votre domicile ou dans un bureau est important. C'est important de positionner, je dirais, l'écran d'une façon générale perpendiculaire à la baie vitrée, pas trop proche d'une baie vitrée, hein, de manière à voir si vous êtes par exemple droitier, d'avoir plutôt la main, si vous avez cette possibilité, l'éclairage à main gauche, de manière à pouvoir éclairer vos documents et votre poste de travail sans être gêné par le membre supérieur droit. L'implantation des outils est importante, hein. C'est important d'utiliser de disposer effectivement les outils principaux, clavier, souris, téléphone portable, etc., le plus proche possible de vous. Il faut quasiment avoir les coudes à l'équerre, éviter de positionner une imprimante trop éloignée ou un téléphone fixe, voilà. D'une façon générale, donc essayer de retenir cette zone en bleu ciel, effectivement, qui est la zone la plus proche. Et tout ce qui est occasionnel, positionner un petit peu plus loin. Voilà, en ce qui concerne effectivement le réglage de l'écran, alors moi je vous conseille effectivement, si vous avez la possibilité, c'est de positionner plutôt, comme on le disait tout à l'heure, votre clavier le plus proche possible de vous et de positionner vos documents de travail à exploiter entre l'écran et le clavier, de façon générale, et non pas l'inverse. On a souvent tendance à pousser le clavier, à écrire et à utiliser un clavier beaucoup trop loin, ce qui peut générer au niveau des épaules et des membres supérieurs peut-être parfois certaines tendinites. Ça a été évoqué par Mathilde tout à l'heure également, c'est de penser au niveau des yeux, effectivement, sur un travail continu sur 1 ou 2 écrans, de cligner les yeux, effectivement, parce que le réflexe palpébral n'est pas systématique. Donc, il faut penser de temps en temps à cligner un petit peu les yeux, boire de l'eau de temps en temps, voilà, de manière à éviter cet assèchement. Voilà. Si vous aviez des verres correctifs, des verres progressifs, plutôt que d'avoir l'écran, donc de façon générale, un écran, vous devez avoir les yeux de l'écran, les yeux qui arrivent à la hauteur de l'écran, du haut de l'écran. Si vous êtes porteur de verres progressifs, effectivement, je vous conseille plutôt de baisser un petit peu l'écran, pas trop, que l'écran ne soit pas trop haut, ce qui peut générer effectivement des problèmes cervicaux. C'est important, oui. Voilà. Et voilà. Et l'éclairage, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure. Très souvent, les postes de travail sont surexposés en termes d'éclairage. Effectivement, de façon générale, si vous avez peu de documents de travail, peu de documents, je dirais papier, d'utiliser effectivement une intensité en luxe relativement
douce, avoir un éclairage le plus homogène possible, entre 300 et 500 lux. C'est ce qu'il recommande d'éviter d'avoir effectivement un trop de reflets sur l'écran. Voilà. Alors, il y a des petits exercices qui seront peut-être repris par Mathilde tout à l'heure, de palming, qui permettent de reposer les yeux, en fait, c'est se mettre les mains en cloche de manière les yeux ouverts, de manière effectivement à plonger vos yeux dans le noir quelques secondes, et ça fait beaucoup de bien effectivement sur le. Voilà, je vous remercie. Donc là, du coup, vous avez pu avoir pas mal de conseils, même si c'était peut-être effectivement un peu rapide, mais donc vous aurez le support en diaporama pour voilà, adapter en tout cas votre poste de travail. Alors, j'ai bien vu pas mal de commentaires au niveau des personnes notamment qui font du télétravail et qui sont pas forcément équipées, qui n'ont pas forcément de fauteuil réglable, ergonomique. Et effectivement, il faut réussir justement à voilà, adapter son poste de travail dans ces situations. Donc voilà, glisser un petit coussin dans le bas du dos si on est assis sur une chaise ou un siège qui ne se règle pas. Pouvoir surélever l'écran d'ordinateur ou l'ordinateur portable avec voilà ce que vous avez sous la main, une pile de livres, peu importe, un petit carton, quelque chose qui vous permettra de ne pas avoir de tension dans la nuque avec le regard trop baissé. Donc voilà, voilà, essayez de faire au mieux, même quand vous êtes à la maison, pour adapter votre poste de travail. Alors, en deuxième temps, voilà, on voulait aussi vous donner quelques conseils pour prévenir le mal de dos par la réduction de la sédentarité et l'activité physique, puisqu'effectivement, on passe quand même beaucoup trop de temps en position assise. Alors, c'est vrai que quand on a des métiers comme ça de bureau, le temps de travail additionné au temps peut-être de trajet, plus encore à la maison le soir, etc., c'est vrai que ça peut représenter voilà, 12 heures de temps en position assise, qui est beaucoup. Notre corps, le corps humain, n'est pas fait pour rester aussi longtemps en position assise. Le dos est vraiment fait pour le mouvement. Donc, comme on voit sur voilà, donc effectivement, la sédentarité, ça va être l'ennemi numéro un du dos. Les muscles sont essentiels pour soutenir toute la structure vertébrale qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, sur voilà, cette diapo, on ne va pas tous les détailler, mais on voit que le dos est constitué d'énormément de muscles qui servent à maintenir ou à permettre le mouvement des différentes parties du dos. Et ils ont vraiment tous un rôle important à jouer. Donc, quand on est trop sédentaire, quand il n'y a pas d'activité physique, tous ces muscles-là vont se relâcher, ces muscles dorsaux et les muscles de la ceinture abdominale également, alors que ces muscles-là, ce sont vraiment les muscles de la posture. Donc, c'est très important de pouvoir garder une musculature du dos et puis effectivement également de la ceinture abdominale. Donc, l'activité physique, du coup, elle va permettre d'éviter le mal de dos, que le mal de dos s'installe. Quand on garde une musculature correcte, ça va permettre d'éviter que le mal de dos s'installe ou qu'il revienne, si on a déjà cette fragilité. Donc, quand on réalise des exercices d'assouplissement régulièrement, ça va permettre de maintenir une musculature souple. Ça va permettre aussi de nourrir les différents tissus. Ça va permettre, comme on le voit aussi, de diminuer le stress. On sait que le stress, ça peut aussi agir voilà, se répercuter sur, voilà, sur le mal de dos, sur des tensions, etc. Ça permet de contrôler le poids corporel, de diminuer le vieillissement ou de ralentir le vieillissement de la colonne vertébrale. Donc voilà, le fait de bouger et de faire des exercices d'assouplissement, c'est vraiment essentiel. Le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, effectivement, vous avez certainement déjà entendu cette phrase-là, puisque c'est la campagne donc, de l'assurance maladie qui existe maintenant depuis quelques années. On peut souvent avoir tendance à penser que c'est l'exercice physique qui va engendrer le mal de dos, alors que c'est plutôt parce que le dos va être trop peu sollicité ou mal sollicité, qu'il va y avoir l'apparition de douleurs. Donc, c'est vraiment important, en tout cas, quand le mal de dos est déjà là, de pouvoir garder une certaine activité physique. On sait bien maintenant que ce n'est pas l'activité physique qui va aggraver la douleur, mais c'est le fait de rester inactif, au contraire. Donc, c'est important de pouvoir garder une activité physique qui est évidemment supportable en termes de douleur.
Et puis, du coup, il va falloir aussi adapter votre environnement à la maison, faire attention aux gestes du quotidien. Quand vous vous baissez, quand vous vous lavez, quand vous mettez vos chaussures, quand vous vous levez du lit le matin, etc. Tout ça, c'est des petits gestes qu'il va falloir aussi adapter pour ne pas aggraver les douleurs au quotidien. Alors, au niveau des activités physiques, voilà, j'en ai cité quelques-unes. C'est évidemment pas une liste d'activités exhaustive, hein. J'ai cité la natation, puisqu'on sait que dans l'eau, le poids du corps est diminué, est énormément diminué, hein, par rapport à quand on se trouve sur la terre ferme. Et puis, c'est aussi une activité qui va permettre justement de renforcer tous les muscles de la posture. Donc, c'est vraiment une activité qui est très, très bonne, très complète et où la pression exercée sur les disques intervertébraux va rester assez minimale. Voilà, il va y avoir le vélo, la marche à pied. Alors, la marche est vraiment une activité aussi très recommandée, hein, qui va solliciter les plus gros muscles du corps, hein, qui se trouvent dans les jambes, qui va permettre aussi d'avoir une bonne circulation. Et puis qui va là aussi travailler les muscles de la posture. Donc voilà, rien que marcher, c'est déjà vraiment une très bonne chose. Après, ça peut être d'autres activités, hein, le pilate, le yoga, des exercices de renforcement musculaire. Au quotidien, régulièrement, toute activité à partir du moment où vous vous faites plaisir, hein, surtout, voilà, pour pouvoir la maintenir de manière régulière, c'est ça qui est important. Alors en dessous, voilà, j'ai juste mis quelques exercices, c'est vraiment à titre d'exemple, hein. Encore une fois, il en existe d'autres, des exercices qui vont vous permettre de renforcer votre dos, que vous pouvez essayer de faire plusieurs fois par semaine. Alors les principes à respecter quand même quand on fait des exercices de renforcement musculaire, ça va être voilà, de faire des exercices qui vont pas provoquer de douleurs intenses. Qui doivent être effectués lentement, sans à-coups, hein, sans de mouvements brusques. Donc pour avoir des effets, il faut effectivement que ce soit pratiqué de manière régulière, voilà, en respirant correctement, etc. Et puis ensuite, il va y avoir aussi tous les exercices d'étirement. Donc, sur la slide suivante, voilà. Pensez à vous étirer au niveau du dos, ça c'est aussi très important. Là aussi, on va essayer de respecter des principes importants comme voilà, s'étirer vraiment de façon très progressive, de pouvoir maintenir la position pendant une vingtaine de secondes, voilà, tout en respirant, tout en faisant attention, hein. Là aussi, le but, c'est pas d'avoir mal, même si effectivement, on va ressentir un léger étirement, voilà, de pouvoir le faire progressivement, de bien respirer. Donc, voilà, vous avez plusieurs exercices. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Voilà, ce sont des exemples. Et puis là, donc, je voulais donc vous proposer quelques petits exercices que vous allez pouvoir faire très simplement, même du coup au bureau, par exemple, ou chez vous, à votre poste de travail, quand vous sentez déjà qu'il y a des petites tensions qui peuvent apparaître. Donc là, par exemple, pour soulager les épaules et les cervicales, voilà, pendant 15 secondes de chaque côté, vous allez venir légèrement appuyer sur votre tête, hein, pour la faire tomber sur le côté, voilà, maintenir la position 15 secondes, par exemple. Ensuite, toujours pour les épaules et les cervicales, donc là, c'est un mouvement, je l'ai bien découpé en deux temps, c'est important parce qu'on sait que la flexion, d'emmener la tête vers l'arrière, voilà, faut faire attention au niveau des cervicales, mais là, il y a bien le mouvement de rentrer en fait le menton le plus possible, voilà, pour faire un beau double menton, de vraiment pousser votre tête vers l'arrière et ensuite seulement amener votre tête vers l'arrière. Voilà, c'est vraiment important de faire le mouvement en deux temps et plusieurs répétitions. Ensuite, pour soulager les épaules, par exemple, vous allez avoir des exercices, voilà, d'attraper vos deux mains vers l'arrière, hein, ou alors de pousser vos bras vers le plafond, de vous étirer, hein, de bien étirer les épaules. Ensuite, pour des douleurs, peut-être des tensions au niveau dorsal, vous avez ce mouvement que vous pouvez faire en position debout où vous allez vraiment ouvrir la cage thoracique, hein, ouvrir vos coudes, amener vos coudes vers l'arrière et en rapprochant bien vos omoplates. Alors là encore, le but, c'est de le faire plusieurs fois. Ou si vous êtes en position assise sur une chaise, par exemple, ou un fauteuil avec le dossier qui arrive au milieu du dos, là, voilà, vous pouvez vous basculer un petit peu vers l'arrière avec vos deux bras, vos mains derrière la nuque. Et voilà, effectivement, là aussi, faire plusieurs répétitions.
Pour soulager peut-être des douleurs plus dans le bas du dos au niveau lombaire, ça va être sensiblement le même exercice qu'avant. Donc c'est vraiment le but, c'est de se basculer un peu vers l'arrière. Alors toujours sans douleur, hein. Si c'est quelque chose qui vous fait mal, faut surtout pas forcer. Mais voilà, en mettant vos mains dans le creux du bas du dos, vous allez voilà, vous incliner vers l'arrière pour venir un petit peu on va dire, compenser ce mouvement d'arrondissement du dos qu'on va avoir et qui va modifier la courbure de notre colonne quand on est en position assise. Et puis, au niveau des poignets, voilà, donc vous pouvez faire un petit mouvement d'étirement en mettant le poignet en extension, en venant légèrement tirer sur le bout des doigts ou en faisant des automassages. Les automassages, voilà, au niveau de là où vous ressentez peut-être une tension, n'hésitez pas aussi à faire un automassage en pressant légèrement. Donc, pour résumer un petit peu dans la prévention des douleurs, voilà, le but, ça serait de pouvoir, si on le peut, d'alterner assez régulièrement les positions assises et debout. Voilà, simplement de vous lever régulièrement, faire quelques pas et ne pas rester 3 heures de manière consécutive en position assise. Faire du renforcement musculaire pour voilà, éviter, muscler surtout les muscles, renforcer les muscles de la posture et éviter l'apparition des douleurs. Et puis, s'étirer aussi régulièrement, ça joue aussi énormément. Et puis, pour terminer, je voulais vous donner quelques petits conseils. Voilà, j'ai mis les petits réflexes santé, l'hydratation. C'est vrai que ça a été dit un petit peu tout à l'heure au niveau des yeux, mais alors, en fait, ces petits conseils vous paraissent vraiment très basiques, mais ce qui est important de savoir, c'est que plus on va avoir une bonne hygiène de vie et mieux les contraintes du corps seront tolérées. Donc, c'est vraiment important. L'hydratation, par exemple, voilà, parce que l'eau est vraiment indispensable aussi pour nos tissus, alors aussi nos cerveaux, nos viscères, etc. Mais là, notamment pour la réparation des tissus. Pouvoir équilibrer sa charge de travail dans la journée, varier les positions, donc ça, on l'a dit. Si les douleurs sont déjà là, plutôt mettre du froid au niveau des articulations. Des membres, si voilà, on a une douleur au niveau du genou, du coude, etc., on va plutôt penser au froid. Si par contre on a des douleurs musculaires au niveau du dos, le chaud va plutôt apaiser. On peut pratiquer l'automassage tonique, voilà, sur les zones douloureuses. Et puis surtout, avoir un bon sommeil. Ça va vraiment jouer aussi sur voilà, la tolérance vis-à-vis de toutes les contraintes qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, voilà, on arrive au terme donc de cette présentation bien sûr qui sera disponible en replay et on fournira également le document de présentation. Donc, je voulais rappeler qu'il est très important de passer à la prévention primaire. Donc, vous voyez là, aujourd'hui, on était vraiment dans la prévention primaire, c'est-à-dire comment bien s'installer au niveau de son poste de travail. Je rappellerai aussi, en tant que médecin coordonnateur et conseiller QV-SST, qu'il faut absolument alterner le travail à la fois organisé à distance, mais organisé aussi au sein d'un bureau. Pourquoi? Parce que vous avez vu, on a des postes de travail différents. On peut bénéficier d'autres postes de travail tels que justement un grand écran, un grand clavier. Donc voilà, vraiment, il faut alterner. C'est le but de l'accord qu'on a mis en place, ces 2 jours de télétravail. J'insiste bien justement, et c'est pensé aussi pour justement prévenir certains risques, puisque l'installation à domicile, vous avez vu, ça nécessite aussi un peu d'effort. Et donc, on vous a donné quelques conseils, mais si vous n'avez pas la possibilité d'être bien positionné chez vous parce que l'appartement est trop petit ou pas l'espace nécessaire, voilà, c'est aussi le but d'être installé dans un bureau et de bonne qualité. J'insisterai aussi sur la prévention, donc comme je l'ai dit, primaire, mais ça veut dire aussi on recherche les expositions auxquelles vous êtes exposé au travail, telles qu'on l'a dit, justement, la répétitivité des gestes, la charge émotionnelle, la fatigabilité. Donc, tout ça, c'est à nous de gérer ça avec les équipes dédiées. Ça veut dire que derrière, il y a le document unique d'évaluation des risques, il y a l'évaluation des risques aussi professionnels. Et tout cela se fait en pluri ou en interdisciplinarité. Donc, j'invite vraiment chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, si c'était nécessaire, si vous avez des symptômes qui ont été évoqués au cours de cette présentation, de rencontrer
assistant de prévention, conseiller de prévention, médecine de prévention, si on a la chance aussi d'avoir justement des spécialistes tels qu'on a le docteur Jacques Frédéric, un rhumatologue. Bref, allez consulter, les infirmiers de santé au travail aussi sont formés. Ensuite, on l'a très bien dit, il est très, très important de faire attention à son hygiène physique. Ça passe aussi, donc, c'est une question qui nous a été posée, l'ergonomie en surcharge pondérale, tout ça doit être géré, vu potentiellement avec un ergonome, la médecine de prévention, parce qu'on peut adapter les postes de travail, mais surtout aussi vérifier justement le risque cardio-métabolique et faire une prise en charge au niveau de la nutrition. Donc ça, je vous invite aussi à aller sur le plan national nutrition santé et vous avez aussi des informations. Il est important aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est le but aussi de cette conclusion, il existe des écoles du dos, hein, donc ça c'est indispensable de savoir où il y en a et y participer. C'est vraiment très très important lorsqu'on souffre de pathologies chroniques éventuellement au niveau du dos. Aujourd'hui aussi, on a de la chance de pouvoir avoir sur prescription médicale une activité physique, donc ne pas hésiter à avoir sur une prescription médicale une activité physique si vous avez des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Et bien sûr, on le redit, et d'autant plus encore aujourd'hui, il faut faire une activité physique. Donc, chacun d'entre vous devait faire une activité physique régulièrement. Pour conclure aussi, je pense bien sûr à toutes les personnes en situation de handicap. Il n'y a aucun souci. Vous savez que vous bénéficiez là aussi d'un aménagement parfaitement adapté au travail et à domicile. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre référent handicap. Si vous ne le connaissez pas, vous vous rapprochez de votre bureau de gestion RH qui vous orientera. Et puis, vous avez Thierry Lartigue, qui est le référent handicap national pour les ministères sociaux. Vous pouvez aussi le contacter. Il vous orientera vers votre référent handicap local. Et puis, pour finir, on sait que parfois, les troubles musculo-squelettiques enclenchent des maladies. Donc, bien sûr, il y a une prise en charge, mais parfois, il y a vraiment une maladie qui s'installe, qui peut être d'ordre professionnel. Et donc, là aussi, donc, il y a 3 tableaux qui sont référencés hein, dans les maladies professionnelles. Donc, c'est le tableau 57, en particulier pour les épaules et le coude. Le tableau 69, donc on descend vers la main, et 79 vers les membres inférieurs au niveau des genoux. Là aussi, c'est votre médecin traitant, votre médecin du travail, des spécialistes qui vous aideront à vérifier qu'il s'agit bien d'une maladie professionnelle et de faire les démarches nécessaires. Voilà, maintenant, on va répondre aux questions s'il y en a. Donc, je laisse Justine nous dire quelles sont les questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant cet échange entre nous. Alors, il y a eu quelques questions. Est-ce que vous avez des conseils pour le télétravail pour les personnes qui sont sur un ordinateur portable pour ne pas avoir à baisser trop la tête ou des petits conseils? Oui, alors, vous l'avez vu, Christophe a expliqué les choses. Des fois, on a des possibilités d'utiliser notre propre matériel et par le biais de justement de petits câbles, de pouvoir se connecter entre notre ordinateur portable et notre écran, si cela est nécessaire. Donc là, il faut discuter avec l'assistant et le conseiller de prévention. C'est pas automatique. Il y a un échange ergonomique à ce sujet-là. Et aussi, parfois, on a besoin d'un rehausseur pour pouvoir adapter justement la hauteur de l'écran. Mais je rappelle hein, vraiment, le télétravail existait déjà. Le travail organisé à distance s'est mis en place pendant la crise sanitaire. Le télétravail aujourd'hui est en train de se mettre en place, on va dire, d'un point de vue d'organisation du travail et de pratiques régulières. Donc là-dessus, on va dire les directions qui travaillent à ce sujet-là pour encore améliorer l'ergonomie du poste de travail à distance. Donc vraiment, j'insiste, hein, très occasionnellement, il y a du télétravail qui est mis en place pour des raisons de santé, voilà, mais ça reste occasionnel. Il faut alterner, hein, alterner le travail chez soi, alterner le travail dans un lieu professionnel dédié, et d'autant plus, je rajouterai aussi, il faut avoir une vie sociale, hein. Il ne faut pas rester isolé chez soi. Ça a des avantages, le télétravail chez soi. Mais voilà, par exemple, lorsqu'on a dit, vous avez vu l'assise, vous pouvez vérifier chez vous si le fauteuil que vous avez à domicile, en général, sont des fauteuils standardisés, hein, appelés naturellement ergonomiques, hein, si ce n'est pas des fauteuils, entre guillemets, si je pourrais dire, artistiques ou de designer. Donc, en général, c'est adapté à un système, on va dire, à un corps
de taille normale. Après, vous avez besoin d'un petit coussin lombaire, ben, vous avez des coussins chez vous, vous pouvez le mettre aussi. Voilà, il y a vraiment, n'imaginez pas que c'est en achetant forcément du matériel supplémentaire que ça va améliorer des symptômes. Pensez tout d'abord à vérifier votre position. Vous aurez les documents, donc vérifiez bien comme ça a été indiqué. Je me mets en position debout, je vois où j'en suis sur, justement avec ma chaise. Voilà, je peux rehausser aussi éventuellement mon plan de travail si je suis sur le lieu du travail. Je peux travailler aussi des fois vers la cafétéria. Vous savez, il y a des petits endroits à distance où on peut être en position debout. Il faut alterner tout cela. Donc, on est là pour vous aider à positionner, mais ne mettez pas des dépenses inutilement. Hein. C'est un peu la tendance aujourd'hui que vous avez dû voir marketing et vente, c'est-à-dire comme on sait qu'on est en travail chez soi, eh bien, on propose des petits bureaux, des fauteuils, des ceci. Il y a tout un commerce qui s'est mis. D'abord, vérifiez ce qu'on vous a présenté et s'il y a des soucis, allez voir assistant de prévention, conseiller de prévention, les réseaux de médecine de prévention. Vous pouvez aussi contacter sur le site qu'on vous a donné notre ergonome qui pourra aussi à distance peut-être vous donner quelques conseils. Voilà, notre rhumatologue, on a de la chance, est aussi vigilant au niveau des services déconcentrés puisqu'il donne aussi des conseils de temps en temps avec moi-même. Donc vraiment, voilà, vérifiez ce qu'on vous a dit, ne faites pas des dépenses inutiles, il faut vraiment bien vérifier. D'abord, appliquez les conseils qu'on vous donne avant de vous lancer voilà, dans des installations coûteuses par vous-même. Et puis, comme ça relève aussi donc, de l'employeur de maintenir les bonnes conditions de travail, c'est à nous d'évaluer les besoins que vous avez. Donc ça, c'est un réseau, des professionnels, et c'est pour ça qu'on est là aussi, les acteurs de la prévention. Donc là, c'est très important. Je me permets juste de compléter. Pendant que vous parliez, il y a une personne qui posait la question sur le repose-pied. Le repose-pied, c'est pas quelque chose de forcément indispensable. Ça va vraiment dépendre de comment vous êtes installé, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image. L'important, c'est que vous puissiez avoir les pieds bien posés à plat au sol. Si votre siège est correctement réglé hein, par rapport à la hauteur de votre bureau et que vous pouvez avoir les pieds bien à plat au sol et puis les jambes, voilà, on va dire l'angle du genou à la perpendiculaire, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'un repose-pied à l'inverse. Si votre bureau est un peu haut et que vous êtes obligé de surélever votre fauteuil pour être à la bonne hauteur, là, si vous avez les pieds qui pendent dans le vide ou voilà, ou sur la pointe des pieds, ça va être inconfortable et ça risque aussi de compresser l'arrière de vos cuisses. Donc là, dans ce cas-là, le repose-pied peut être vraiment intéressant. Donc tout dépend en fait de votre taille et de comment vous êtes installé. Exactement, c'était ce que j'allais dire. Souvent, nous, ce qu'on voit au niveau de la santé au travail, c'est des personnes qui sont de petite taille et qui ont les pieds dans le vide. Et à ce moment-là, c'est nécessaire. Il y a des repose-pieds qui sont à ce moment-là sur lesquels on peut investir et utiliser. Voilà. Je ne sais pas s'il y a aussi d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, on a une question sur les ballons, les sièges ballons. Est-ce que vous recommandez les Oui. sièges ballons et à quelle fréquence? Est-ce qu'il ne faut pas en abuser dans la journée Oui, effectivement, c'est une question qui a été posée plusieurs fois, j'ai vu. Alors du coup, le ballon de gym, hein, le fameux ballon de gym qui voilà, était utilisé très fréquemment dans des cours plutôt de fitness, ça a pas mal envahi maintenant les bureaux et les entreprises. Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est que si on utilise un ballon de ce type-là, c'est déjà important de bien le choisir parce qu'il y a différentes tailles à disposition. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre, là encore, de votre taille. Une fois que vous êtes assis sur le ballon, il faut que vous puissiez être dans une posture correcte, comme si vous étiez assis sur votre siège ou votre chaise ou votre fauteuil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez les genoux trop hauts. Il ne faut pas non plus que vous ayez voilà, les jambes presque tendues. Il faut que vos jambes soient à la perpendiculaire, hein, là aussi, les pieds bien à plat au sol. Il faut que la taille du ballon vous permette d'avoir les pieds bien à plat au sol. Il faut que vous puissiez aussi avoir la possibilité de le regonfler, donc le matériel pour le regonfler, parce que forcément, à force de vous asseoir dessus, il va un petit peu s'affaisser, hein, se dégonfler. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant puisque comme le ballon est instable, vous allez, sans forcément vous en rendre compte, contracter vos abdominaux et aussi les muscles qui sont situés donc, dans le dos hein, vont travailler.
Donc, ça fait travailler les muscles du dos. Et puis, le fait d'être en mouvement aussi, ça va permettre peut-être une meilleure circulation sanguine que quand vous êtes assis sur un fauteuil. Par contre, c'est pas quelque chose qui peut remplacer complètement votre fauteuil de bureau. Si vous en avez un et que vous l'avez encore jamais utilisé, je vous conseille de commencer avec des petits temps, de commencer d'abord quelques minutes parce que vous allez quand même vite vous rendre compte que ça crée, voilà, que ça fait des tensions. Enfin, vous allez sentir que le dos travaille en tout cas. Donc, commencez vraiment petit à petit en faisant quelques minutes et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter le temps d'utilisation. Mais ça sollicite vraiment fortement le dos. Et ce qui risque de se passer, c'est que si vous l'utilisez trop longtemps, bah, vous allez vous affaisser aussi et retrouver une posture qui ne sera pas forcément idéale. Donc l'utilisation du ballon, ça peut être intéressant, mais sur des petits temps, je pense. Ça peut être bien en alternance avec votre fauteuil de bureau. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans la présentation? Désolé, c'est 1 heure, hein, donc on pourrait parler des heures et des heures à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui semblent qu'on n'aurait pas évoquées? Alors, on nous a demandé comment bien placer le coussin lombaire aussi. Ah ben, vous l'avez vu sur la présentation, on est sur la partie anatomie, donc c'est vraiment lombaire, hein, vous avez vu. Vous avez donc le cou pour les rachis cervicales, les dorsales voilà, qui arrivent à la fin de notre thorax quasiment, hein, donc le long des côtes. Puis vous avez la partie lombaire, ce creux qu'on a à l'arrière, les fesses, hein, qui est le sacrum. Donc c'est au niveau de votre creux que vous positionnez le rachis lombaire. Alors moi, je vous encourage, si vous n'avez pas bien, vous allez avoir la présentation, je l'ai dit, mais sinon, vous allez sur les sites extérieurs Google, vous cherchez région lombaire et vous verrez l'anatomie, puis on pourra vous aider si c'est nécessaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la présentation? On nous a demandé aussi des solutions ou des recommandations en cas de lumbago ou en cas d'ostéoporose. Alors, pour ça, vous parlez de pathologie, hein. On est aujourd'hui dans une présentation, un séminaire, un webinaire de santé au travail de prévention. Lorsque des agents ont des problèmes de lumbago ou d'ostéoporose, il faut en parler avec le médecin du travail, les équipes dédiées à cela. Là, c'est vraiment la nécessité de revoir qu'est-ce qui a été fait, les soins et tout ce que l'on peut mettre en place. Lumbago, pour être simple, c'est plutôt en général des problèmes de musculature plus que ostéo-articulaire. Et l'ostéoporose, en général, c'est une pathologie qui apparaît en particulier chez la femme au moment d'un certain âge, lorsqu'il y a des changements hormonaux, c'est la ménopause. Et donc, il y a une disparition, une destruction de l'os qui se met en place. Et donc, il y a une prévention désormais. Donc là, c'est vraiment, je reviens sur des sujets médicaux qu'il faut absolument discuter avec du personnel qualifié à ce sujet-là. Ensuite, je me permets juste pour dire, parce qu'on a été très attentif, et rappeler, et excusez-nous si on ne l'a pas dit dans les invitations, mais bien sûr, les échanges ou les inscriptions et tout ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on fera prochainement aussi. Donc, il y a les conditions d'utilisation et la confidentialité, bien sûr, est respectée, hein. Donc, tout ça est fait dans un cadre professionnel. On est au sein des ministères sociaux dans une obligation de confidentialité et d'utilisation des données. Donc, bien sûr, tout ça est d'emblée respecté par ce cadre-là. On ne l'a peut-être pas précisé, mais pour ceux qui auraient des doutes, quelles que soient les personnes qui interviennent, nos partenaires, et je remercie vraiment la MGS aussi parce que c'est une de nos mutuelles prépondérantes auxquelles adhèrent les agents de la fonction publique. Donc vraiment, j'insiste, tout ça est pour votre bien-être, votre prévention et non pas à un but d'analyser les données et de les revendre derrière, hein, soyons clairs. On travaille pour l'État, donc on a des règles à respecter. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dépassé de 4 minutes. Une toute dernière question. Est-ce que le travail long sur écran peut provoquer des vertiges? Ah, alors, j'ai vu pas mal de questions par rapport au travail sur écran. Je vous invite éventuellement à revoir le replay puisqu'on a fait notre premier webinaire dédié à la santé au travail sur le travail sur écran.
Lorsqu'on travaille sur écran, en général, il n'y a pas de vertige qui apparaissent avec le travail sur écran. Par contre, la problématique qu'on peut avoir, c'est éventuellement un problème de vue. Et voilà, et c'est pas adapté forcément, notre vue n'est plus adaptée au travail sur écran. Et Christophe Clément nous parle bien sûr des écrans bleus. Aujourd'hui, la plupart des écrans, c'est des écrans LED, donc proposent cette correction automatique. Mais les vertiges, en fait, il faut d'abord penser, à la vue, mais à proprement parler, le travail sur écran n'entraîne pas une maladie vertigineuse. Voilà. Écoutez, donc, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, beaucoup de plaisir au travail, beaucoup de plaisir aussi de façon personnelle pour vous et vos familles. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, on est là à votre disposition. Et vraiment, je vous souhaite une excellente santé à toutes et à tous. Voilà. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Merci Laurent. À bientôt. Merci. Merci Mathilde. Merci Justine et merci aux intervenants. Merci. Au revoir. Au revoir.